Bonjour à toutes et tous. Donc nous sommes le 17 novembre, nous sommes sur le site de la COP22 à Marrakech et le débat que nous allons avoir aujourd'hui est sur le thème de la finance durable et de la consommation responsable. Et nous avons la joie d'avoir dans un premier temps deux organisations partenaires de Green Cross avec nous aujourd'hui. Énergie 2050 représenté par Stéphane Poufari et Stéphane Kefelec et Jocelyne Leporatic qui représente Génération Responsable, les enseignes engagées dans la transition écologique. Nous serons rejoints également en cours de session par Bran Kinkis qui est le délégué interministériel à la Polynésie française en charge des questions climat et développement durable. En introduction, je pense que nous risquons malheureusement de partager un constat difficile, le constat que les négociations qui ont lieu à cette COP22 avancent très laborieusement, en particulier sur la partie des financements, ce qui rend important d'avoir un débat comme celui que nous avons aujourd'hui, puisqu'on se rend compte de plus en plus que le citoyen consommateur contribuable peut par sa consommation, par son investissement, par sa capacité à mobiliser les politiques publiques et notamment les politiques locales, aider à ce que la transition écologique soit une réalité à l'échelle des territoires. Et sans aller plus loin dans cette introduction, je vais donner le bâton de parole à Stéphane Poufari parce que je crois que cette idée de ne pas attendre une mobilisation internationale dont on connaît la vitesse lente, mais d'accompagner les territoires, notamment avec des business models de transition qui tiennent la route, est quelque chose qui vous a beaucoup occupé ces derniers mois et ces dernières semaines. Oui, bonjour à tous, merci Nicolas. Et puis effectivement, c'est toujours un plaisir d'échanger avec nos amis de Green Cross, avec qui on partage une certaine vision de la transition et de l'avenir. Alors, très clairement, tel que présenté, effectivement, on est face à un problème d'agenda et de temporalité. On sait qu'il y a besoin d'un financement extérieur additionnel et sous forme d'accompagnement pour les pays en développement. Ça a d'ailleurs été promis depuis des années durant déjà. On sait aussi que la mobilisation, même si imaginons qu'elle puisse être suffisamment à la hauteur, va demander un problème d'ambition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toutes les manières, on n'aura pas assez de financement pour financer toutes les questions d'adaptation, de transition, que ce soit dans les pays du Sud et ou, d'une manière générale, même les économies en transition. Donc ce constat-là, il est d'une part préoccupant, mais d'autre part, il va nous obliger à avoir une intelligence d'acteur. Et c'est exactement ce que tu disais Nicolas en introduction. On va devoir regarder comment rendre finalement rentable et puis quelque part éthique cette transition et faire en sorte que des modèles économiques puissent permettre finalement d'aller plus loin que simplement les dynamiques qu'on peut imaginer avec toujours ces principes de l'argent public, le don, l'accompagnement. Et deuxième chose qu'il va falloir aussi qu'on trouve dans ces questions, que sur l'économie circulaire ou d'une manière générale le financement des territoires ou de l'innovation ou de l'entrepreneuriat, c'est aussi qu'on va devoir trouver des modèles qui puissent être démultipliés. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important parce qu'aujourd'hui, on est encore confronté à beaucoup de cas d'école, alors de merveilleux cas, qui sont survitaminés d'agents de coopération ou d'argent public, c'est bien. Ça montre que c'est possible. Nous, on appelle ça à Énergie 2050 les possibles avec un S, formidable. Mais moi, par exemple, si on parle des villes, on s'interroge, on travaille avec la francophonie, les Nations Unies et d'autres acteurs sur les villes de taille moyenne, par exemple africaines, et qui vont devoir, dans quelques décennies, quelques années, passer à la taille de villes importantes, avec une transition urbaine, par exemple, de 40 000 nouveaux urbains par jour. C'est un chiffre que je répète toujours ici à l'envie pendant la COP22 pour que les gens comprennent l'ambition et la réalité de ce à quoi on est confronté. Donc, pour une ville de cette taille-là, pour un acteur économique de cette ville, comment il peut se positionner, anticiper le long terme, mettre en œuvre du moyen terme et puis gérer aussi l'urgence d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment des questions fortes. Alors, effectivement, tu l'as dit, on est impliqué là-dessus et on est impliqué à double titre. Je fais juste une micro-parenthèse. On est impliqué parce qu'on a cette chance de travailler sur les négociations, entre autres dans le cadre de la francophonie, avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, avec qui on a commis le guide des négociations climat pour la 3e édition. On fait d'ailleurs aujourd'hui la sortie du guide des négociations climat pour le citoyen, pour qu'il y ait la contraposée, j'ai envie de dire, pour que chacun puisse comprendre de quoi on parle. Parce que, voilà. Mais deuxièmement, on a aussi la chance, avec la francophonie et d'autres acteurs africains, de travailler à l'échelon urbain. On a créé l'initiative de la francophonie pour des villes durables, avec des villes comme Grand Bassam, maintenant Niamey est intéressé, Dakar ou d'autres, qui commencent à regarder comment se questionner sur c'est quoi une ville durable, donc évidemment la mise en œuvre.
Et puis il y a d'autres initiatives. Donc là, par exemple, on pourra laisser aussi le dernier numéro de Liaison Énergie Francophonie sur les villes durables. Et puis aussi une initiative qui s'appelle Éthique Carbone Afrique, qui justement pose ces questions du financement innovant au travers de l'adaptation et l'atténuation. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on va faire? Comment on peut se poser la chose? Alors on a eu la chance de travailler sur les CPDN, vous savez les célèbres maintenant contributions déterminées au niveau national, et sur ce que ça veut dire au niveau des pays. Et là, il y a la question urbaine, il y a la question de la transition, il y a la question de l'entrepreneuriat, donc tous les sujets qui sont ici, et même certains parlent de l'accompagnement de ce financement innovant qui pourrait être participatif, social, solidaire ou autre. Et très sincèrement, on est démunis. On est démunis parce qu'aujourd'hui, pour l'aborder, peut-être la première chose, après je redonnerai la parole à d'autres, c'est qu'on devrait avoir une approche peut-être coût-bénéfice. Il faut qu'on arrive à avoir une prospective qui nous permette, à chaque fois qu'on décide une action, de l'intégrer dans un périmètre de transition avec ce que ça coûte, ce que ça va éviter, et même les effets moyens, court et long terme. Et ça, aujourd'hui, on l'a peu ou pas constaté sur le terrain, et il faut qu'aujourd'hui, on arrive à être en capacité de le démontrer, parce que si on se place dans la perspective de l'accord de Paris, on va devoir montrer la performance de tout ce que l'on fait. Alors hier on le faisait de manière intuitive, mais aujourd'hui on va devoir le faire de manière transparente, mesurable, reportable, vérifiable. Je te repasse la parole, pardon. Justement, c'était passionnant et il y a un mot sur lequel je voulais t'entendre rebondir pour que nous allions plus loin, c'est que les villes que tu as citées sont très souvent des villes qui ont une économie informelle importante. Comment est-ce qu'on arrive à réussir cette double transition d'un financement qui soit transparent par rapport aux questions écologiques, mais aussi d'un financement qui soit transparent par rapport à l'échelle de la gouvernance locale et à l'échelle de la démocratie participative? J'adore toujours tes questions parce qu'elles sont extrêmement pertinentes et s'inscrivent toujours dans ça à bonheur. Non, très clairement, oui, c'est l'une des questions des enjeux majeurs. Et pour aller vraiment, si on prend l'exemple de la ville africaine, on pourrait parler après de nos pays ou d'autres pays, des pays insulaires ou autres, puisque tu parlais de la Polynésie. Bon. Mais d'une manière générale, ce qui est toujours intéressant à voir et ce qu'on doit se poser comme question, c'est les mesures qu'on va devoir mettre en place, que ce soit du financement ou de l'organisation. On doit prendre en compte ce tissu informel qui peut souvent être encore exacerbé en termes de vulnérabilité. Je prends un exemple, je mets un transport collectif à Cotonou, et ben j'ai à peu près 50 000, 70 000, 100 000 petits vélos-taxis qui vont être impactés. Donc à un moment donné, je vais devoir prendre en compte vraiment une circularité pour qu'il n'y ait pas d'oublié du développement, que ce soit en termes de technologie ou en termes de mise en œuvre. Maintenant, au niveau du financement, je vais dire en deux mots, il y a le global. Je pense que nous déjà, on doit vraiment re-questionner nos modes de consommation et de production. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les circuits courts, on peut aussi les avoir au niveau de l'échelle urbaine. Il y a une merveilleuse initiative à laquelle on associe d'ailleurs Énergie 2050 qui s'appelle Resource Efficient Cities. Et là, on regarde les villes comme des flux de ressources. Alors chez nous, on a eu des études prospectives, on a eu ça sur le Grand Paris, on ne l'a pas encore vraiment mis en œuvre. Comment on va gérer une ville qui doit être une ville à nourrir, une ville à vivre, une ville de mobilité, une ville de solidarité. Et ça va nous obliger des modèles économiques pour et comment je les valorise. Donc c'est le sens de ta question. Mais après, même au niveau des territoires, je crois qu'on doit vraiment questionner cet usage. Je vais prendre un deuxième exemple d'une espèce de schizophrénie qu'on a dans beaucoup de pays en développement, dans les villes. Quand il y a la coopération aujourd'hui, la mode, c'est les lampadaires photovoltaïques. Bon, c'est intéressant. Mais souvent, et je l'ai vu à Haïti par exemple, à côté de Port-au-Prince, quand on sort de l'aéroport, il y a des boulevards entiers qui sont faits. Et puis dans les quartiers qui sont fragiles, il n'y a pas d'éclairage. Donc on voit bien qu'à un moment donné, ce ne sera pas l'accès à la technologie et ou au financement qui sera simplement la clé, c'est de se dire quel est l'usage de ce financement par rapport à un lien social et solidaire sur mon territoire. Et ça nous pose à nous des modèles économiques qui doivent être inclusifs, tu le disais, participatifs, sans peut-être aller, parce que ça va être très dur, jusqu'au droit à la ville qu'on a en Argentine, qui commence à arriver au Brésil, et se questionner sur cette notion de comment valoriser finalement l'impact du circuit court et lui donner un sens économique avec des acteurs privés et ou publics, mais aussi des acteurs citoyens. Et je crois que nous, acteurs de la société civile, on doit vraiment s'impliquer là-dedans, ne serait-ce que pour donner un sens. Sinon, on arrivera à des fractures sociales et urbaines encore plus importantes. La question de l'énergie des lampadaires, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, et on l'a d'ailleurs même vu dans nos États insulaires voisins de nos États qu'on appelle ultra-périphériques européens, avec souvent des grands travaux hors des villes, et puis on se dit, mais comment je vais gérer? Donc la solution, ce n'est pas un modèle simple, je pense que tout à l'heure on va en discuter plus en détail, mais en tous les cas, c'est un modèle qui a du sens. Donc se le rapproprier, questionner chaque usage, toujours du bénéfice, et regarder l'application territoriale. Je crois qu'il y a des modèles économiques qui commencent à marcher, des modèles de solidarité, de crowdfunding, de mélange public-privé, parce qu'il y a un sens économique. On a un projet en Mauritanie-Sénégal, Progress-Lait, pour valoriser la chaîne de valeur autour du lait, de la collecte. Et je donne les chiffres, et après je donne la parole. Ce qui est assez incroyable, le chiffre est de, dans ces pays-là, 60 milliards de francs CFA par an
sont perdus en lait jeté suite à la non-valorisation économique de la chaîne de froid. Et l'importation de lait correspondant, écoutez bien, 65 milliards de francs CFA. Donc on est dans une double schizophrénie. C'est des communautés vulnérables de femmes dans des endroits isolés qui produisent. Il faut organiser la collecte. Là, il y a un merveilleux projet financé par la Commission européenne avec INDA, Tiers-Monde, nous, EcoDev et d'autres. Et là, l'idée, c'est de regarder comment on va donner un sens en collectant avec des points de service énergétiques et organiser comme chez nous le transport modal autour du lait. Et là, du coup, on se retrouve avec un double gain, 60 milliards d'économies, 65 milliards d'eux. Donc, à minima, on a le delta économique pour le mettre en œuvre. Donc, regardons déjà l'existant, posons les bonnes questions et je pense qu'à plusieurs, on peut avoir des éléments de réponse super pertinents. Voilà. C'est justement parmi les éléments de réponse qu'on cite le plus souvent viennent ceux apportés par l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire dont le principe en un mot est d'optimiser l'usage de la matière et de faire en sorte que le travail soit effectué localement et génère de la valeur localement par rapport aux usages et aux habitations. Souvent, l'économie circulaire a commencé dans le secteur relativement informel de l'économie du déchet, de l'économie de la débrouille. Aujourd'hui, on est arrivé à une toute autre échelle. Et Stéphane Kefelec, c'est un secteur que vous connaissez bien, sur lequel je crois que vous avez travaillé à la fois pour en révéler les potentiels et pour arriver à faire en sorte que cette pratique soit une pratique formalisée. Oui, alors bon, pour révéler ces potentiels, on a travaillé effectivement un peu dessus. Et aussi, surtout, pour mesurer le phénomène et la façon dont il se développe. Donc l'économie circulaire, c'est bien ce que vous disiez à l'instant. Il y a cette dimension d'efficacité. Mais il y a aussi cette dimension de passer d'un modèle dit linéaire, je produis, donc j'extrais, je produis, je consomme, je jette, à un modèle qui crée des boucles à l'intérieur de l'économie et donc qui réutilise la matière. Et par conséquent permet d'en extraire moins de l'environnement tout en limitant la pression sur l'environnement en bout de chaîne puisque les matières qui ne sont plus utilisées ou les déchets ne sont plus rejetés dans l'environnement. Alors il y a une rationalité économique qui est, je crois, qui est maintenant prouvée, qui est prouvée par un certain nombre d'études théoriques mais aussi qui est prouvée par des expériences de terrain et qui est même prouvée quand les économistes en parlent, en tous les cas quand une certaine frange d'économistes en parle, qui est prouvée par exemple par la capitalisation boursière d'un certain nombre d'entreprises qui, quelque part, rentrent dans ce jeu de l'économie circulaire et qui, soudainement, en bourse, prennent des valeurs faramineuses, comme Uber par exemple, qui est quand même basé sur le partage d'un capital qui est sous-utilisé habituellement. Néanmoins, c'est sûr que, associé à cette économie circulaire, on a des business models tout à fait nouveaux qui se basent par exemple sur le service rendu plutôt que la possession d'un bien, qui se base sur la consommation collaborative ou sur des modèles qui font que les déchets des uns deviennent les inputs des autres. Et donc là, on rentre dans des idées de symbiose industrielle, par exemple. Et dans tous les cas, ces modèles requièrent des mécanismes de financement qui sont adaptés, qui sont nouveaux, par exemple, parce que, par exemple, la grande différence entre un modèle qui se base sur le service rendu plutôt que sur le transfert de propriété d'un bien entre un vendeur et un acheteur, on a un paiement qui ne s'effectue plus au début de la transaction, mais qui s'effectue tout au long de la chaîne du cycle de vie du produit. Et du coup, évidemment, pour les entreprises, ça génère des modifications en termes de gestion du cash flow, de la trésorerie. Donc là, il y a des questions, il y a des systèmes de financement à trouver. Dans un cas comme ça, le marché des obligations vertes peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est une première piste, le marché des obligations vertes, les green bonds en anglais. L'autre piste, c'est bien sûr celle dont on parlait avant, c'est celle de la fiscalité. Une fiscalité qui soit favorable à l'économie circulaire. Et là, les idées qui sont sur la table, c'est de déplacer la source de l'impôt qui est aujourd'hui qui reste aujourd'hui sur des éléments traditionnels comme l'impôt sur le revenu du travail, ou l'impôt ou les contributions sociales qui elles-mêmes sont souvent basées sur le revenu du travail. Donc déplacer ces sources traditionnelles vers les activités qui sont dommageables à l'environnement. Et je dirais la rationalité qui est là derrière, c'est qu'en déplaçant cette source de l'impôt qui pèse sur le coût du travail vers
vers les activités polluantes, on diminue le coût du travail. Ce qui est important parce qu'en économie circulaire, on a plein d'activités qui sont très intensives en travail, en particulier pour le recyclage, la réutilisation et la remanufacturation, comme on dit. C'est le passage de la fiscalité du travail à une fiscalité matière et une fiscalité fossile, des choses qui ont été longuement évoquées à la COP20 et à la COP21. Est-ce qu'on les entend toujours autant à la COP22 ? On les entend pas tant que ça. C'est des business models qui sont... Enfin, la question, elle est quand même lourde, elle est sérieuse. Hein. Ça remet en cause tout le système de la fiscalité qui existe aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus des réformes qui peuvent se passer très rapidement. Mais il y a quand même un point que je voudrais mentionner qui est important parce que ces business models, ces nouveaux business models et cette économie circulaire, elle a des avantages économiques, elle a des avantages environnementaux colossaux. Avec ces questions de fiscalité, on construit un pont entre les anciens business models et les nouveaux business models, mais attention, on a aussi des risques avec ces nouveaux business models. Hein. On le voit bien en France cette année avec toutes les manifestations qu'on a eues par exemple autour de Uber ou tous les débats qu'on a eus autour de Airbnb et de la fiscalité qui va avec Airbnb. Donc, avec ces business models, non seulement on a besoin d'un nouveau modèle de fiscalité, mais on a aussi besoin d'innovation dans les politiques en général, parce que les politiques n'évoluent pas à la vitesse des systèmes. Quand Stéphane dit toujours la société civile, avec les nouveaux business models, prend le pouvoir. Pour le coup, là, on a un exemple réel. La société civile prend le pouvoir et le cadre politique et fiscal et juridique n'est plus du tout à jour pour répondre à ce système. Parce que l'économie elle-même, l'économie collective, se finance sur le système économique. Et pour le coup, on tombe avec des nouveaux business models qui sont complètement en dehors des clous de la fiscalité, donc qui ne sont plus sujets à aucune taxe, ce qui n'est pas du tout souhaitable, et qui tombent aussi en dehors, par exemple, de la réglementation liée à la sécurité, ce qui n'est pas non plus souhaitable, évidemment. Mais on a eu dans un autre débat sur cette même scène il y a quelques jours, d'une part la présence d'Uber et puis d'autre part des retours d'expérience qui avaient été donnés sur la TVA sur la réparation, puisque dans la loi française, quand on réparait jusqu'à très récemment un produit d'occasion, c'était un achat-vente avec un échange de TVA sur la valeur du produit. Et puis ensuite, on a eu également une autre partie de la discussion qui a été la mise en place dans le paquet sur l'économie circulaire d'un dispositif législatif permettant de passer de ce modèle-là à une TVA appliquée uniquement sur l'opération de réparation. Et on avait vu que ça a changé le marché, notamment de la réparation du téléphone portable. Peut-être que vous avez des expériences similaires et j'aimerais également que vous reveniez sur cette question des obligations vertes qui est souvent un incompris. Bon, cette question des obligations vertes, alors très rapidement parce qu'après on tombe dans des trucs techniques. Bon, au départ, ces obligations vertes, elles ont été émises par un certain nombre de grandes banques et de grandes entreprises pour permettre à des investisseurs qui souhaitaient mettre de l'argent dans des activités bien ciblées et pour lesquelles ils connaissaient les impacts environnementaux et les utilisations finales. Hein, parce que bien souvent, un investisseur ou un épargnant met de l'argent sur un produit financier qui peut être labellisé vert, mais sans réellement savoir derrière où va exactement l'argent. Donc là, avec les green bonds, on est beaucoup plus ciblé. C'est ça l'intérêt et l'avantage des green bonds. Pour la TVA et les questions, bon là on est vraiment dans des outils de fiscalistes hein, finalement. Mais il y a d'autres exemples, il y a des exemples effectivement incitatifs de baisse de taxes ou de crédit d'impôt sur des produits qui ont changé complètement la structure des marchés. Hein. Ça a été le cas en France avec les véhicules urbains de petite cylindrée qui ont bénéficié d'avantages fiscaux, donc des incentives plutôt que des taxes, il y a 5-6 ans. Et en quelques mois, le parc automobile a complètement changé en France grâce à ça. Merci. J'en profite d'ailleurs, Stéphane Poufari, je crois que vous avez énormément d'obligations ce matin, donc n'hésitez pas à nous dire si jamais vous devez nous quitter et quand vous devez nous quitter. Juste pour compléter ce que disait Stéphane, c'est vrai que cette valorisation de l'informel va être importante. Et il y a des outils aujourd'hui qui ont vocation à mobiliser une forme de diaspora et ou d'acteurs économiques qui vont cibler des actions sur le terrain. Je pense à Ethicarbone Afrique, sur les projets d'adaptation ou autres, parce que l'idée c'est qu'à un moment donné, un acteur économique ou un acteur citoyen, industriel ou qui vous voulez,
va pouvoir décider d'accompagner. Mais on est parti un peu plus loin que les Green Bonds en disant on va territorialiser les projets. Parce que si par exemple je fais partie de la diaspora, et où je suis un acteur intéressé par la zone Zinder au Niger, intéressant. Mais peut-être que finalement, cette zone, pour des raisons affectives, économiques, sociales, ce que vous voulez, m'intéresse vraiment. Et peut-être que j'aurai une appétence particulière à créer une zone de solidarité autour d'un projet dans cette zone, plutôt que de dire je vais financer l'Afrique. Alors, je n'ai pas dit que l'un ou l'autre sont incompatibles ou mauvais, mais je dis juste qu'il faut qu'on ait jusque-là. Et là, on a créé Éthique Carbone Afrique avec des partenaires africains pour qu'une valeur carbone éthique puisse après être territorialisée. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça va encore plus que dans cette dynamique peut-être entrepreneuriale, c'est de créer une valeur au plus près de la proximité de là où l'usage de la ressource va être fait. Ça, c'est très intéressant. On est vraiment dans une logique, cette fois-ci, un peu plus grande en termes de circularité, mais qui reste dans le même esprit. Donc là, on a mis quelques documents ici. Mes collègues et amis pourront les distribuer après. Et il y en a d'autres sur notre stand. Et bien évidemment, on continuera le débat ici et ailleurs, tous ensemble. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette opportunité. Un grand merci à Stéphane, grand merci pour la double transition qui va permettre de nous accueillir ici, Bran Kinkis, délégué interministériel de la Polynésie française au développement durable. Et le temps que vous vous installez, je vais en profiter pour d'une part remercier Stéphane Poufari, mais aussi passer la parole à Jocelyne, parce que Stéphane parlait à l'instant de créateurs de valeur. À travers nos actes de consommation, on l'oublie trop souvent, mais on a la possibilité soit d'être créateur de valeur, soit au contraire d'avoir une consommation non responsable qui fera qu'on risque de détruire de la valeur. Et du côté de Génération Responsable, ça fait partie, je crois, des valeurs, désolé pour le terme, qui vous ont conduit à créer ce collectif et à mobiliser les enseignes, et en montrant qu'on n'était pas dans une logique de compétition, mais dans une logique de construire ensemble. Merci. Oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de réunir effectivement un certain nombre d'acteurs, donc en l'occurrence dans le monde du retail, donc le monde des enseignes, donc on représente à peu près 70 enseignes, 70 groupes d'enseignes, avec des enseignes sur des activités très différentes comme effectivement l'alimentaire, mais également le meuble, la jardinerie, la pharmacie, bien des sujets. Mais là où des sujets filières se croisent et s'entrecroisent très très souvent, et ça nous permet effectivement de créer des groupes de travail pour aller un peu plus loin. Alors il est vrai que la consommation responsable, elle est poussée par le consommateur, puisque le consommateur aujourd'hui demande quand même un petit peu plus d'éléments. Mais moi je dis que c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aussi anticiper les choses. Donc effectivement aujourd'hui la plupart des enseignes, la majorité des enseignes effectivement qui travaillent sur ces sujets-là aujourd'hui veulent anticiper pour pouvoir j'allais dire évangéliser aussi un petit peu le consommateur, hein, et lui expliquer un petit peu aussi que c'est pas parce qu'un produit est un produit local qu'il est forcément le meilleur, qu'il y a beaucoup de problèmes dans les filières et qu'il faut essayer aujourd'hui, et c'est ce que fait des enseignes comme Picard, Biocoop, Carrefour bien évidemment, Intermarché, etc. C'est d'aller au sourcing, c'est d'aller voir effectivement quel est, avant la transformation de la transformation, qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir effectivement avoir un petit peu plus de responsabilité et pouvoir avoir un éclairage supplémentaire, hein, pour donner beaucoup plus de sens à cette consommation responsable. Merci, parce qu'effectivement vous reviendrez peut-être un peu plus tard avec des exemples très très concrets, je crois, que certains de vos adhérents ont. Je pense à la filière café, je pense au fait de retravailler sur certains approvisionnements, des questions sur l'emballage, sur l'évolution des points de vente. Ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que c'est une approche de conviction, mais ça n'est pas une approche philanthropique. Vous avez démontré qu'il y avait un modèle économique derrière. Il y a effectivement un modèle économique derrière. Aujourd'hui, les acheteurs des enseignes qui avaient comme consigne depuis des années le prix à tout prix ont un peu, et même grandement,
était obligé d'évoluer, encore une fois par la poussée du consommateur, mais aussi parce qu'il y a une responsabilité réelle quant à savoir effectivement d'où sont issus ces produits, comment ils ont été transformés, par qui ils ont été transformés très souvent. Et c'est là effectivement que nos groupes de travail sont intéressants puisque on retrouve des filières qui sont utilisées, si je puis dire, par les uns et par les autres. Et si chacun prend un bout de la filière pour pouvoir travailler dessus et va ensuite réunir l'ensemble de ces informations, on arrive à avoir effectivement un travail collaboratif qui est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Brankakis, bonjour. Donc, vous nous venez de Polynésie. On a vu à quel point les territoires insulaires, ces grands territoires maritimes, sont impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique. On vous a vu très présent à la COP21. On a vu le Polynesian Leaders Group qui montrait qu'il y avait une vraie mobilisation régionale. Travailler à la fois sur la consommation et sur la fiscalité locale dans la limite des attributions qui sont les vôtres, c'est quelque chose que vous faites au quotidien avec, je crois, à la fois des retours d'expérience très positifs et des difficultés à partager. En fait, il n'y a pas de limite sur ces compétences-là puisque nous disposons de toutes les compétences pour pouvoir agir en matière de fiscalité, en matière de développement économique et en matière environnementale. C'est quelque part un petit peu le paradoxe. Je déteste tourner le dos aux gens, excusez-moi. Voilà, donc la Polynésie en fait est un pays assez paradoxal puisque nous avons un statut d'autonomie très poussé par rapport à la France. Donc disposons de très larges compétences. Les seules compétences qui nous échappent sont la défense, l'éducation, la justice. Et pour tout le reste, nous avons l'entière compétence. Nous ne disposons pas, par contre, des instruments financiers auxquels ont droit les pays indépendants. Donc nous ne sommes pas assez français pour pouvoir disposer des aides nationales et nous sommes trop français pour avoir les aides internationales. Donc nous sommes un petit peu obligés de nous débrouiller par nous-mêmes. Donc nous mettons en place des mesures fiscales qui nous sont propres, un petit peu inspirées de ce qui se fait en métropole, notamment sur les véhicules propres. Donc pareil, hein, là il y a une vraie incentive pour pouvoir en fait faire la promotion des véhicules propres. Bon, c'est pas facile puisque nous avons un petit peu la culture de la grosse voiture en Polynésie, mais ça se développe petit à petit. Ce qui est intéressant par contre, c'est que nos quatre secteurs d'activité principaux sont très liés à un environnement sain et à un climat stable. La première ressource économique endogène à la Polynésie, c'est le tourisme. Donc évidemment, là oui, nous privilégions en fait la consommation responsable. L'activité touristique est une consommation de services. Donc nous avons un hôtel post-carbone en Polynésie française qui a été construit avec 0 émission. Et vous savez tous qu'on vit sous les tropiques. Sous les tropiques, il fait très chaud. Et cet hôtel dispose d'un système de climatisation par l'eau des profondeurs, l'eau de mer des profondeurs, donc le SWAC, le Seawater Air Conditioning. Donc c'est le seul pays aujourd'hui où nous avons un système de climatisation à l'eau froide qui fonctionne. En fait, nous en avons deux, donc dans 2 hôtels. Donc quelque part, le privé est initiateur en fait de consommation durable et inspire le public, puisque nous allons avoir l'hôpital de Tahiti, l'hôpital de Papeete, qui est donc le seul hôpital public de Polynésie française qui va tourner aussi avec ce processus de climatisation à l'eau froide. La deuxième activité principale de la Polynésie française, c'est la perliculture, la fameuse perle noire de culture de Polynésie française. Donc on se différencie ici de nos concurrents parce que la récolte de naissin se fait de manière naturelle et nous cherchons à obtenir un label qu'on va essayer d'adapter de la pêche responsable, mais à l'aquaculture responsable. La perliculture est une forme d'aquaculture. Et la troisième ressource économique endogène est la pêche. Donc la Polynésie française
c'est 5 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez, mesdames et messieurs, mais ça fait quand même la taille de l'Europe. 5 millions de kilomètres carrés. D'aller de l'île la plus au nord à celle qui est la plus au sud en passant par l'est et par l'ouest, c'est comme d'aller de Lisbonne à Moscou à Oslo. C'est gigantesque. Donc nous avons une très très vaste zone économique exclusive donc une grande surface de pêche. Depuis 1996, la Polynésie française a interdit toute pêcherie internationale de venir dans ces eaux. Et dans tout le Pacifique, nous capturons 0,2% des captures totales du Pacifique, avec une zone de pêche aussi grande. Donc là, nous cherchons aussi à mettre en place un label sur la pêcherie responsable. La pêche à la Seine, par exemple, est interdite, pour pouvoir en fait compenser par la qualité de nos poissons la différence de prix de la pêche industrielle. Et voilà, et de miser sur une pêche de qualité. C'est la même chose pour le tourisme. Nous nous sommes toujours positionnés contre le tourisme de masse. Aujourd'hui, nous avons les bonnes années 200 000 touristes à l'année. Mais c'est parce que voilà, c'est pour éviter aussi ce que le tourisme de masse, la consommation de masse sur le tourisme peut occasionner sur l'environnement, qui est quand même notre principale ressource économique, il faut le dire. Voilà, donc je pense que je pourrais ne jamais m'arrêter de parler, hein, donc il faut m'arrêter, Nicolas. Mais justement, je crois qu'on est très content de vous entendre sur ce sujet qui rebondit bien par rapport aux propos de Stéphane Kefelec d'Énergie 2050 et de Jocelyne. C'est que cette idée de se dire on labellise la qualité qui finalement nous donne des pistes de trajectoire, et par rapport à cette qualité on se donne les moyens par une structuration de filière d'arriver à nos enjeux, ce qui n'est pas toujours facile, comme vous le citiez à l'instant avec l'huître perlière, et on explique aux consommateurs où on en est. C'est vraiment le dénominateur commun entre vos trois interventions. Et je sais que Jocelyne, vous avez entrepris un travail important sur les labels et sur leur compréhension par le consommateur, qui n'est pas forcément non plus quelque chose d'aisé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en ressort? Et suite à ça, je pense qu'on vous écoutera ensuite, Stéphane et Bran, parce que vous aurez sans doute des réactions, et on prendra un premier tour de questions dans le public. Alors pour mieux expliquer effectivement les labels en consommateur, on a rajouté un nouveau label. On a effectivement créé un label qui s'appelle Label Enseigne Responsable et qui a pour but de donner beaucoup plus de visibilité aux consommateurs. Voilà. Donc entre autres, on lui explique à quoi servent les labels sur les produits, qu'est-ce qu'ils traduisent pour eux dans un langage clair et commun de consommateurs, je dirais. Et puis aussi, on explique aux consommateurs en quoi effectivement l'enseigne essaye de se rendre plus responsable. Alors bien évidemment au travers des filières comme on vient de l'expliquer, mais aussi au travers de son bâti, aussi au travers de son attitude sociale et sociétale, bien évidemment, sur l'ensemble des sujets autour de l'énergie, autour de, etc. Le but de ce label n'est pas d'apposer effectivement un label, mais de donner beaucoup plus de visibilité et d'explication au consommateur pour que le consommateur puisse s'y retrouver beaucoup plus. Vaste programme et qui revient sur un mot qu'on entend sans cesse dans les couloirs de la négociation en ce moment, c'est celui de la cohérence et de l'ambition. Oui, justement, je pense que ce label de label, c'est un label de label finalement. Bon, est-ce que... Enfin, j'aurai une question, peut-être vous pourrez venir plus tard. Je me demande si vous avez déjà des retours sur le fait que ce label de label n'implique pas plus de confusion, mais atteint bien son but de clarification. L'autre commentaire que je voulais faire, c'est par rapport à celui que vous avez dit, la cohérence. La cohérence, oui, cette question de cohérence. Parce qu'effectivement, entre les labels existants, parfois, on a des problèmes de cohérence qui, en plus du nombre de labels existants, viennent totalement perturber le consommateur qui essaye, lui, d'être responsable.
Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vraiment voilà, de chercher une cohérence et de ne pas noyer encore davantage. Ça n'a rien à voir avec la pêche, hein, je ne parle pas de noyer le poisson. Mais bon, l'idée, elle est là, c'est que on risque d'arriver au résultat contraire à ce qu'on veut, en fait, à ce qu'on recherche, si on multiplie ces labels. Donc c'est vrai que d'avoir un label, des labels qui en fait positionnent le produit directement dans le mental, dans la tête du consommateur, c'est vraiment une très très bonne idée. Moi, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça. C'est que en dehors du fait que ça, on se met à la place du consommateur, mais il y a aussi l'idée du producteur. C'est quel label choisir. Le label, c'est aussi un outil de marketing. Donc, est-ce que quelque part, moi, c'est une question que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre labels et comment faire en sorte que cette concurrence soit saine et non pas un petit peu anarchique et empêcher justement d'arriver au résultat qu'on recherche tous, quoi. Jocelyne, vous y travaillez depuis des années, mais vous avez 3 minutes. Oui, non, mais je vais faire très vite. Alors en fait, c'est pas un label des labels, puisque quand on parle de label, on parle produit. Là, le label, effectivement, enseigne responsable est un label pour valoriser l'engagement de l'enseigne. Donc, entre autres, sur les produits, mais où là, elle n'est la plupart du temps que distributeur. D'accord. Donc c'est bien un label qui se dissocie effectivement des labels produits et qui est un label qui est dédié au comportement en fait de l'enseigne. Voilà. C'est un vaste sujet, faire bouger les comportements, on pourrait y revenir dessus, mais est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question ? Bonjour. Je me présente, Monsieur Ajakan. Je suis installé en France, au Luxembourg, et j'interviens énormément en Afrique. Alors, moi, je suis aussi dans tout ce qui est certification, label, qualification. Aujourd'hui, moi, la question que je pose, quand je me déplace en Afrique, les labels, quand on parle de label ou de certification, et on parle, j'ai entendu consommateur, aujourd'hui, un Africain de base, hein, son problème c'est de trouver à manger. Il ne cherche pas à savoir est-ce que ce produit-là, il est labellisé, certifié, qualifié ou autre. Pour lui, l'important c'est de trouver à manger. Aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est comment on adapte le label à un consommateur de base. Vous avez parlé un petit peu du tourisme de masse. En Polynésie française, aujourd'hui, vous avez dit à peu près 200 000 touristes qui viennent. Ces touristes-là, entre parenthèses, c'est des gens qui ont de l'argent. Voilà, c'est des gens qui ramènent énormément d'argent parce que l'avion coûte cher, parce que l'hôtel coûte cher. Par contre, qu'est-ce que je fais pour une personne qui veut, par exemple, voyager, mais qui n'a pas d'argent ? Je vais même aller loin sur le débat critique, si vous voulez, et sur la réflexion. Qu'est-ce que je dis à ce petit Africain ? Moi, je suis africain de base. Aujourd'hui, moi, je veux manger. J'arrive, je trouve le kilo de riz qui coûte, par exemple, 100 francs CFA. Je ne cherche pas à savoir est-ce que ce riz est labellisé ou pas. Si je trouve un autre riz qui coûte 50 francs CFA, je l'achète. Ou 2 francs CFA, je l'achète. Pour moi, quand on parle de consommateur, il faut qu'on sache c'est quel type de consommateur premièrement. Et deuxième chose, c'est de dire comment j'adapte par exemple à cette personne qui n'a pas assez d'argent, qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir par exemple en Guinée-Conakry, le SMIC par exemple, il est de 25 €. Alors qu'un kilo de riz coûte 2 €. Et on mange énormément de riz. Du coup, comment je peux dire que ce produit, et croyez-moi, c'est du riz qui vient quand même de Chine, d'autres pays, comment ces gens-là, ou comment adapter un label, pas simplement un consommateur riche. Ce qui m'intéresse, c'est comment adapter le label pour un consommateur pauvre. Voilà, merci.
Je vais faire 2 minutes d'entorse à mon rôle de modérateur pour raconter une histoire et je reviens. Mais c'est une histoire qu'on a vécue avec Green Cross à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Il y avait à 30 km de Pointe-Noire une activité rurale et d'écotourisme qui n'avait aucun label, mais qui était plutôt de bonne qualité, qui avait été gérée par quelques chefs de village éclairés. Il se trouve que, en l'occurrence, c'est les Chinois, mais ça aurait très bien pu être les Français ou les Japonais ou les Américains. On fait un programme de coopération décentralisé avec un label environnemental qui a constitué à construire un hôpital et à faire une route traversant la forêt. Et bien évidemment, ils ont valorisé au meilleur prix le bois qui a été extrait de la construction de la route. Je peux vous dire que la route fait 200 mètres de large, donc elle va pouvoir tenir pendant quelques dizaines d'années. Sauf qu'entre-temps, ils ont aussi amené des pommes et du pain à vil prix. Donc on était effectivement sur la pomme à 50 francs le kilo et le pain qui était à 100 francs CFA le kilo. En 2 ans, le petit village qui faisait de l'écotourisme et qui faisait de l'agroécologie non labellisée a dû changer son activité et les gens sont partis dans les bidonvilles de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, on est obligé de mettre toute une cascade de labels pour arriver à recréer de la valeur sur ce terrain. Mais peut-être que Bran ou Jocelyne, vous voulez... Alors, malheureusement, c'est une très très bonne question et j'ai beaucoup de mal à y répondre. Beaucoup de mal à y répondre. C'est pour ça que je parlais aussi de labellisation pour le producteur et pas forcément que pour le consommateur. Je pense que la réponse, il faut fouiller un petit peu là-dedans. Mais j'ai un semblant de réponse pour vous, monsieur. À quoi peuvent servir les labels aussi pour les populations locales qui sont les plus démunies. Je vais prendre l'exemple de chez moi. La Polynésie française, c'est 118 îles, 80 atolls. Dans les atolls qui sont les îles les plus reculées, la population vit essentiellement de la pêche. Non seulement comme une ressource économique, mais aussi pour la consommation. L'apport en protéines, c'est des fois 90% provient du lagon, des poissons de lagon. Quand vous construisez un hôtel sur ces plages paradisiaques, quand vous faites de l'aquaculture intensive, pour la perliculture, vous fragilisez les écosystèmes. Donc les coraux s'affaiblissent et il y a une algue toxique qui vient s'installer et qui donne la ciguatera. L'intérêt d'un label, c'est que quand vous faites un hôtel responsable, de l'aquaculture responsable, vous faites en sorte que ce lagon est préservé. Et quelque part, vous limitez en fait les impacts environnementaux. Et c'est un bénéfice pour également les populations locales. Et on a des lagons qui ont perdu toute leur pêche lagonaire à cause de la construction d'un aéroport, par exemple. Donc des dépôts sédimentaires sur les coraux sont fragilisés, et là, le lagon devient impropre à la pêche. Donc même un label fait pour des touristes, fait pour l'élite, quelque part, de la population, peut-être pas locale mais internationale, peut bénéficier également, certes par des biais plus ou moins indirects, aux populations locales. Chez nous, nous avons, alors vous savez, on est très très loin, on est à 20 heures d'avion de la France, la nation, le pouvoir central est à 20 000 km. Nous devons tout importer, tout. Il y a des très grands écarts entre la population la plus aisée et la population la plus pauvre. Donc nous avons des produits de première nécessité, les PPN. Je pense à ça parce que vous avez parlé du riz. Et effectivement, le riz complet n'est pas un produit de première nécessité, alors que le riz avec tout ce qu'il ne faut pas manger est un produit de première nécessité. Donc c'est vrai que quelque part, il y a vraiment un travail à faire pour que la consommation et que de produits
de produits, des produits dont la production est la plus vertueuse soit accessible à tous. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Je pense qu'une des choses à faire, c'est de privilégier les circuits courts. C'est-à-dire, entre les tomates produites localement et les tomates produites à 5000 km, je ne sais pas comment c'est possible, mais chez nous, les tomates qui sont produites à 5000 km sont moins chères que les tomates produites localement. Donc voilà, je pense qu'il y a un véritable travail à faire là-dessus, et c'est aussi ça l'adaptation au changement climatique, puisque c'est de l'atténuation, c'est une empreinte carbone derrière. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour avoir des fonds, pour pouvoir nous permettre de subventionner les produits locaux, pour pouvoir être concurrentiels sur le marché. Voilà, donc je vous remercie. Rétablir l'équilibre des prix, peut-être que vous voulez dire quelques mots là-dessus, et puis ensuite Jocelyne interviendra. L'équilibre des prix, je ne sais pas, mais peut-être juste un commentaire par rapport à ce qui a été dit, et aussi ce que vous avez dit sur le fait que le label, c'est aussi quelque part un produit marketing pour le producteur, pour se différencier de ses concurrents. Et un petit mot rapide sur les études qui ont été menées dans les pays développés sur quels sont les consommateurs qui sont le plus sensibles aux attributs environnementaux et donc au label dans les sociétés. Et il s'avère par exemple qu'aux États-Unis, c'est la ménagère d'environ, je dirais la ménagère, oui, disons la jeune femme active d'environ 30 ans, mère de famille, qui est la plus je dirais réactive aux labels qui intègrent ou qui veulent informer sur un attribut environnemental ou de responsabilité, en particulier dans l'alimentation. Donc en fait c'est ce qu'on observe partout, c'est-à-dire que plus les gens sont éduqués et ont un niveau de vie élevé, plus ils se préoccupent des labels, parce que plus ils sont informés sur les conséquences de leur consommation, à la fois sur le reste du monde et sur eux-mêmes, quoi. Donc évidemment la réponse bateau, mais qui n'est pas satisfaisante, parce qu'elle répond sur du long terme, c'est la question de l'éducation, quoi. Et sur le court terme, malheureusement je suis un peu dans la même situation là, je suis à court de réponses, si ce n'est que de dire la même chose, c'est qu'effectivement en effet cascade, à travers le commerce international, on arrive à toucher les populations locales par les labels, mais plutôt côté production que côté consommation. Effectivement, réponse difficile, et Jocelyne, on va enchaîner sur le mot de conclusion qui nous permettra de poursuivre le débat ensuite hors micro. Oui, non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, le label, ça permet aussi, et surtout, je veux dire, de pouvoir retracer toute la filière. Donc retracer toute la filière, ça veut dire aller vérifier effectivement dans quelles conditions le produit ou l'élément naissant a été transformé sur place ou pas, dans quelles conditions de travail, dans quelles conditions il a été ramassé, etc., etc. Donc le label, avant tout, ça sert effectivement à ça, je dirais. Ça permet d'y voir un petit peu mieux, et surtout de donner plus de visibilité au produit et de savoir quelle est son origine, par qui il a été travaillé, par qui il a été ramassé. Voilà, c'est ça le sens. Pour moi, le label, c'est ça le vrai sens du label. Qu'après, on en fasse un outil marketing, etc. et tout, soit. Mais avant tout, aujourd'hui, on parlait, nous, du travail je parlais tout à l'heure du travail des filières fait par des gens comme Intermarché ou autres. Leur préoccupation, c'est d'aller effectivement à l'origine du produit et de remonter effectivement la filière pour voir dans quelles conditions elle est réalisée, et pouvoir aider même, s'il y a lieu, le producteur à mieux produire et à mieux gérer ses relations aussi, je dirais, sociales sur le terrain. Stéphane ? On en est où ? On fait quoi ? On en est à un mot de conclusion. Eh ben, en mot de conclusion, je vais faire le lien entre les labels et l'économie circulaire. Parce que effectivement, les labels contribuent à l'économie circulaire, puisqu'il y a des labels qui sont spécifiques. En Europe, on a ce label européen qui
qui montre si le produit est issu d'une filière de recyclage et si ce produit va pouvoir être recyclé. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, puisqu'on est sur le mode du label européen, et que effectivement, quoi, le label, c'est aussi ça, c'est un label identique, je veux dire, pour un grand marché, a plus d'efficacité qu'un petit label local, parce qu'évidemment, la population de consommateurs qui est impactée est plus grande. Et on a parlé de la fiscalité, pour en particulier à propos des questions de financement des modèles d'économie circulaire. Et bien, je fais partie des gens qui sont convaincus que, comme pour les labels, la fiscalité en Europe, par exemple, la grande transition écologique ne se fera pas sans une harmonisation de la fiscalité, d'une part, et en particulier une harmonisation de la fiscalité environnementale ou à but environnemental. On m'a piqué l'idée de conclure sur l'économie circulaire, merci. Non, bon, moi ce que je pense, c'est que bon, on est tous là pour lutter contre les effets du changement climatique. Donc la lutte contre le changement climatique, c'est une nécessité, mais ça ouvre aussi des portes à plusieurs opportunités. La plus belle d'entre elles, c'est que ça peut nous permettre de changer complètement le paradigme de consommation. C'est d'entrer dans une nouvelle ère où on va pouvoir enfin consommer des produits qui sont produits localement. Pas simplement pour favoriser le marché local, mais aussi pour réduire l'empreinte carbone. Et je pense que à travers tout ça, on va réussir à rééquilibrer un petit peu rééquilibrer un petit peu la propagation des richesses, la distribution des richesses. Donc ça ne peut être que bénéfique. Après, la politique de labellisation, elle est importante. Je pense que c'est un petit peu quelque chose qui est revenu sans arrêt. Mais il faut réussir à éclairer le consommateur et responsabiliser le producteur. C'est surtout ça. Voilà, ça passe par la responsabilisation du producteur autant que la prise de conscience du consommateur. Donc c'est un double objectif. Voilà. Et puis bien entendu, toujours se rappeler que l'homme est au centre de tout ça. Voilà. Donc je remercie vraiment monsieur d'avoir posé cette question qui est fondamentale. Merci, vous l'avez compris, il y a deux sujets qu'on a à peine ébauchés qui nécessiteraient d'en parler sur des sessions spécifiques. Un qui est la fiscalité et l'autre qui est le rapport entre la santé et l'environnement à l'échelle individuelle, autant du producteur que du consommateur. On est aujourd'hui à une journée critique pour les négociations, notamment vis-à-vis du secteur agricole, et d'intégrer des mots dans le cadre de la déclaration finale qui parle de l'agriculture, puisqu'autant on est confiant sur l'eau, autant sur l'agriculture, comme d'ailleurs sur l'économie circulaire et sur les déchets, on n'y est pas encore. Donc je vous incite à faire toute pression par tout biais sur les négociateurs pour que ces éléments très concrets soient intégrés. Et pour notre part, nous nous retrouvons cet après-midi sur l'Agora de la Medcop, Agora Territoire, pour échanger sur qu'est-ce qu'on arrive à faire en Méditerranée sur le sujet de la biodiversité. Donc on reste pas très loin. Et notamment avec la dimension agriculture, avec la dimension de l'eau, mais aussi avec la dimension de préservation des écosystèmes. Merci à chacune et à chacun de nos intervenants et à très vite.